Éducateur spécialisé au sein de l'association Action éducative de Dunkerque, Philippe Toulouse révèle fin 2012 l'existence d'une comptabilité parallèle au bénéfice des principaux dirigeants de l'association et au détriment des sans-abri et de l'enfance maltraitée. Donc c'est une association qui regroupe 360 salariés, qui est financée principalement par le conseil départemental et qui œuvre auprès de la protection de l'enfance, l'insertion professionnelle, l'aide aux personnes sans abri, et on a également un centre de formation professionnelle. Quelle est votre fonction dans cette association ? Je suis éducateur spécialisé, et principalement à l'époque, j'étais éducateur de rue auprès des sans-abri. Quel est le parcours des enfants que vous aidez à l'AE ? On a soit de la protection de l'enfance liée à l'ordonnance 45, donc c'est des placements justice liés à la délinquance, soit la protection liée à la maltraitance, donc des parents divorcés, la souffrance affective et psychologique. Et on a aussi de plus en plus maintenant des mineurs isolés étrangers. Quel est votre rôle auprès des enfants ? Un gros rôle d'écoute, d'accompagnement, et à ce qu'un jour ils deviennent autonomes à l'âge adulte, et de diminuer leur souffrance affective, c'est de travailler un peu la résilience, quoi, et est-ce que ces enfants aient une vie d'adulte digne plus tard. L'émission était-elle réalisée correctement ? Si on parle des salariés, je dirais oui. Les salariés donnent de leur corps et de leur âme déjà pour trouver un sens à leur métier et pour réaliser leur mission. Si je parlerais des gouvernances et des dirigeances de l'époque, non. Je pense que c'était plutôt pour protéger leurs privilèges. Et donc forcément, ça avait des répercussions sur les conditions de travail des salariés et de l'accueil des enfants. Donc on avait des enfants qui dormaient dans des structures complètement dégradées, sur des matelas, même le sol, pas de chauffage, etc. Ces incidents ont fait que les missions ont eu du mal à être accomplies par les salariés eux-mêmes. Quel est le fonds annuel de dotation de l'association ? 21 millions d'euros par an, financés en grande priorité par le département. Diriez-vous que les fonds étaient bien utilisés ? Je dirais qu'ils ont été mal employés, ça c'est une certitude. Le malheur de notre métier, c'est qu'on est tombé un peu dans une forme de marchandisation également dans le secteur social, où les enfants sont devenus de pures marchandises. On parle de taux d'activité dans les maisons d'enfants, du remplissage, donc on ne voit plus le travail éducatif et pédagogique. Et donc cette forme de rentabilité qui malheureusement est arrivée dans le social et dans la protection de l'enfance, fait que les associations fonctionnent purement et simplement comme des entreprises du CAC 40. En novembre 2012, vous recevez une enveloppe anonyme. Que contient-elle ? Je reçois une enveloppe à ma maison, donc anonyme. Et en ouvrant cette enveloppe, je m'aperçois qu'on m'a envoyé des documents d'une comptabilité parallèle. Qui concerne l'association ? Qui concerne l'association. Comptabilité qui avait un nom. Ils l'avaient appelée la 1235. Donc en fait, ils essayaient d'englober la masse du budget de l'association, les 21 millions d'euros, sur des activités diverses. Ça concernait que les hauts dirigeants de l'association, et donc leur train de vie, c'est-à-dire des taxes foncières sur leurs biens privés remboursés. Alors il faut savoir que c'était pas sur des petites maisons, mais des villas par exemple sur la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque. Donc ça tournait à des taxes foncières par an, la plus haute a tourné à 4 000 euros par an. Taxes d'habitation, eau, gaz, électricité, internet, téléphonie, voitures de fonction bling bling. C'est évalué à peu près à 1 million d'euros de détournement par an. Certaines de ces dépenses étaient-elles justifiables ? Aucune. Aucune n'était justifiable. Combien de dirigeants de l'association étaient impliqués dans ce scandale ? Alors, à notre connaissance, sur 6 dirigeants. Et puis avec l'accord, bien sûr, de la gouvernance, puisqu'une association fonctionne avec un conseil d'administration. Donc il faut bien l'accord du conseil d'administration de l'époque et des présidents successifs de l'époque pour avoir de tels privilèges. Dans la découverte de tout ce système, on découvre que les membres du conseil d'administration ont tous plus ou moins des cartes politiques, sont des élus dans la ville, on va appeler ça, font partie de la baronnie dunkerquoise, donc de grands notables, de la franc-maçonnerie dunkerquoise. Et donc ils sont tous copains-copines, ils ont tous le même carnet d'adresses, les mêmes rendez-vous, les mêmes rencontres. Et donc forcément ils se protègent. Et à l'époque, le président, au moment du scandale de l'AE, est quand même l'adjoint au maire d'un des plus grands hommes politiques de France, ministre sous Mitterrand, le plus grand cumulard, Michel Delbar, et c'est l'adjoint au maire du budget de la ville de Dunkerque. Depuis combien de temps ce système était-il en place ?
Nous, au travers des documents comptables, on est remonté minimum à 15 ans en arrière. Mais je pense que ça remontait encore plus loin. Quelle décision avez-vous prise après avoir reçu ces documents? On réfléchit un petit peu parce que je vis pas seul, hein, j'ai 2 enfants, hein, donc on pense toujours un petit peu à sa famille, mais bon, je suis de nature à pas laisser les injustices se prolonger, et je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses pour que ça se reproduise plus. Et donc je décide d'en interpeller mes collègues syndicalistes. Et puis on fait une assemblée générale du personnel et on annonce le poteau rose aux salariés, aux médias locaux, voire nationaux. Et je deviens le porte-parole de ce mouvement et de cette lutte anticorruption dans notre association. Au préalable, vous êtes-vous rapproché des dirigeants de l'association pour leur demander des explications? Tout à fait, on a investi plusieurs fois les conseils d'administration, plusieurs fois des rendez-vous, mais bon, on avait affaire à des murs, quoi, à des gens qui de toute façon pouvaient leur mettre les pièces sous le nez. Ils se sentent tellement protégés que l'opération c'était plutôt de me démolir. Donc pour eux, on n'était pas grand-chose, quoi, on était très peu dangereux à côté de ces puissants, de ces pouvoirs politiques. Donc je pense qu'ils nous ont pris d'eau. Et qu'ils ont pas cru que ça allait aller aussi loin. Quelles ont été les conséquences pour vous? J'ai eu le droit, bien sûr, à une mise à l'écart totale de mes missions, puisque au moment où l'affaire explose sur le scandale des détournements de fonds publics, je veux pour aller à mon travail et on a changé les verrous de mon bureau. Manu militari, je ne peux plus aller à mon travail. Quelles ont été les poursuites judiciaires? Ils m'ont quand même convoqué directement dans le bureau du procureur. Donc j'ai été avec mon avocat. Et le procureur est parti dans des menaces assez directes, en m'expliquant en gros que si on entendait encore parler de moi, il s'occuperait de moi. Voilà la réalité de ce que j'ai vécu. Ça, c'était une première convocation, puis il y a eu une deuxième convocation, donc toujours des plaintes assez farfelues. Une deuxième convocation, c'est moi qui ai harcelé la direction générale, puis une autre violence. Puis j'avais une convocation de police à 1h du matin pour une plainte encore farfelue. Puis là, on m'accuse d'avoir volé moi-même un SDF. Un sans-abri qui malheureusement est mort. On ne retrouve rien et il s'appuie sur des éléments complètement montés, des cabales bien sûr avec la complicité des dirigeants de l'époque, hein, de l'association, pour essayer de me discréditer. Je me souviens du policier qui m'avait expliqué « Monsieur Toulouse, vous allez vous affronter à un mur, laissez tomber ». Je me souviens d'une autre policière, capitaine de police, qui menait les fameuses enquêtes contre moi, en fait, qui m'expliquait vous avez touché des politiques, hein, c'est de votre faute, monsieur Toulouse, hein, il ne fallait pas toucher des politiques. Combien de plaintes et de convocations à votre encontre? J'ai eu 5 plaintes, 7 passages au tribunal, 36 heures de garde à vue, perquisition. Et je me souviens, la dernière audience où je devais passer, là, ils ont osé dire qu'ils avaient perdu le dossier. Donc là, maître Blandine Lejeune, qui en a vu, je pense, dans sa carrière, ne l'avait jamais vu. Donc là, elle a menacé, elle a demandé à voir le président du tribunal, elle a menacé le président du tribunal de déposer plainte au commissariat de Dunkerque pour vol, s'il ne retrouvait pas le dossier dans les 10 minutes pour pouvoir passer en audience. Et le hasard a fait qu'ils ont retrouvé le dossier. Les dirigeants impliqués dans cette affaire sont-ils toujours en place? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun dirigeant et gouvernant du scandale qui est présent à l'association. Grâce à la lutte qu'on a menée des salariés, ils ne sont plus à l'AE, mais ils sont partis avec des parachutes dorés. Des parachutes dorés d'argent public. C'est incroyable. Moi, je crois en la justice. Hein, je crois en la justice. Donc, je sais qu'ils passeront un jour ou l'autre devant les marches du tribunal, et ce jour-là, on sera là. Comment avez-vous réussi à tenir? Je pense que ce qui m'a tenu, c'est déjà une détermination, hein, déterminer à aller jusqu'au bout. J'ai le soutien fort heureusement de ma famille, de mes amis. C'est très important. J'ai des enfants et je voulais pas que mes enfants, aient une mauvaise image de ce qu'on donnait, en tout cas de ce qu'on a essayé de donner de leur papa. D'un point de vue personnel, où en êtes-vous aujourd'hui? C'est toujours difficile de retourner dans une boîte qui a essayé de vous démolir. Hein. Humainement, il faut se préparer mentalement. Bon, après, où j'en suis, je suis dans mes activités syndicales. On n'ose pas trop me toucher, je dirais, mais même s'il y a toujours des tentatives qui reviennent, hein, forcément, puisque leur but, c'est que je ne sois plus là. Mais mon but à moi aussi, c'est de ne plus être dans cette association. Donc je pars plutôt dans le milieu du sport et de la préparation mentale sportive. Et je pense que
Le parcours de lanceur d'alerte est un bon exemple de préparation mentale. Avez-vous envisagé de laisser tomber? Non, jamais. Jamais. Si c'était à refaire, je le ferais de la même manière. Et comme l'histoire n'est pas finie, ben, je continue à le faire.